Bonjour les enthousiastes, bienvenue à une autre de nos chroniques. Cette fois-ci, je vais dire que c'est un podcast et non une vidéo, parce que vous pouvez très bien nous écouter sans nécessairement nous regarder. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est vraiment plus une discussion entre nous autres. Aujourd'hui, je suis avec Joe, Martin et Nick et on vous parle du Glenmorangie Palo Cortado, un 12 ans. En fait, c'est un finish en Palo Cortado. Je pense que c'est une maturation de 8 ans en fût de ex-Bourbon. Et ouais, je me fais un signe de 4 ans de fini en Palo Cortado. On a un beau autour de 46 mais on n'a pas les mentions dans le Chill Filtered puis Natural Color. Fait qu'on peut présumer que c'est un whisky qui est malheureusement coloré. Euh, Qu'est-ce qu'un fût de Palo Cortado? Bon, on l'a déjà dit dans nos anciens épisodes, là, entre autres, quand on parlait là, du Glen Scotia Mermaid. Mais si je résume grosso modo, là, pour pas trop se répéter, là, essentiellement, là, c'est un fût là, qu'est-ce qu'il y a de particulier, là, parce qu'on a plusieurs fûts un petit peu mythiques comme ça, là, Amontillado, les Fino, et Palo Cortado, là, ben, il y a un petit film de végétation qui va se former là, sur ces barils-là. Fait qu'on ne choisit pas qu'on devient un fût de Palo Cortado. C'est un peu un processus là, qu'on ne contrôle pas trop. Fait que quand on voit ça, des fûts comme ça de Palo Cortado, qui sont quand même relativement rares, là, il n'y a pas beaucoup de whisky qui sont finis en fût de Palo Cortado. On aime ça voir ça, on aime ça voir des fûts aussi particuliers. Et là, Glenmorangie, qui est un peu le kingpin, si je peux me permettre l'expression, des finishes. Quand on voit que le king des finishes sort un finish en fût de Palo Cortado, ben moi, ça m'allume. Parce que notre cher Bill Lumsden, lui, c'est lui qui a starté ça, cette espèce de tendance-là, de mode-là, des finitions dans le whisky, là. Et c'est un peu l'ADN, la façon de faire là, qu'on voit de façon récurrente chez cette distillerie-là. C'est toujours une base d'environ 10 ans d'ex-Bourbon. Puis là, si on tombe dans le Quinta Ruben, on tombe dans le Porto, dans le Sherry. Après ça, on a un Nectar d'or qui est une finition en Sauterne. Fait que ça fait en sorte que la distillerie est relativement versatile. Là, c'est un distillat qui est quand même assez versatile, qui va aller chercher beaucoup de son identité dans ses finitions. Donc, encore une fois, quand on voit ça, un Glenmorangie en finition de Palo Cortado, moi, ça m'allume. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, ça m'allume quand j'ai vu ça pour la première fois. Puis, j'ai pas été déçu. C'est un bon whisky. C'est pas la grosse affaire non plus. Il faut modérer nos attentes quand même, là. Prix à la sac d'autour de 140 $. Fait que c'est quand même pas donné. On peut trouver quand même pas mal moins cher ailleurs au Canada. Là. Le moins cher qu'on a vu, c'est autour de 80 $ canadiens. Sinon, j'ai vu au UK 75 pounds. En Europe, 65 euros, 75 US. Fait que, tu sais, les prix varient quand même pas mal. Le prix qu'on a à la SAC se situe pas mal dans le haut de l'échelle. On est pas mal dans les plus chers, malheureusement. Mais c'est pas non plus en dehors de la bande complètement, là. Bottling de 2022, qui fait partie de la série Barrel Select, là, qu'on présume qui remplacera notre Private whatever. On reviendra là, sur la logique des séries. Là. Probablement que Martin peut pas en dire plus que moi. Glenmo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la distillerie sœur de Ardbeg qui est détenue, qui sont tous les deux détenus par Louis Vuitton, qui d'ailleurs n'a pas fait de très beaux résultats financiers dans sa division whisky, là, et qui a, c'est sûr, ça a fait quand même assez jaser parce que, bon, naturellement, là, toutes les circonstances économiques font en sorte que les gens dépensent moins là, dans les produits de luxe, incluant le whisky. Et qu'est-ce que Louis Vuitton va faire avec cette espèce de diffusion-là quand on comparait avec les autres? Ben, c'était quand même assez flagrant la différence de rendement. Je vais arrêter de parler. Je pense que je vais, je vais passer aux notes de dégustation, puis on reviendra sur les petits détails que j'ai peut-être passés tout de suite dans ma liste, là.
Mais bref, comme d'habitude, on va starter les notes de dégustation avec Joe, là, qui est super bon pour faire ça. C'est sa force, alors on va en profiter. Ben, merci. J'ai adoré le Palo Cortado. Pour moi, c'est quand même assez nouveau. Là. Il est sorti il n'y a pas si longtemps, disponible à SAQ. Puis bon, vu qu'on faisait une review, là, je suis fan des produits Glenmorangie quand même. Pas autant que, mettons, Martin, que Martin, lui, est un fervent. Et puis je pense que Nick aussi est pas mal. Lui, Mais il y a un tatou sur une perce, ça, il me dit. ouais, c'est ça, il y a Glenmo C'est plusieurs, deux, mais c'est deux. dans mes débuts, j'aimais bien Glenmorangie parce que bon, tu sais, on avait avec tous les amis, toute la gang qu'on avait, tout le monde avait une bouteille différente. On a fait un beau line-up genre de 7 produits Glenmo. Puis ils étaient tous bons. Puis il y en avait, j'ai eu des coups de cœur, comme le Nectar d'Or qui m'avait frappé, le Tale of Cakes qui était super bon. Fait que j'ai toujours resté avec Glenmorangie avec une belle impression. Fait que quand j'ai goûté au Palo Cortado, ben, je dirais qu'il me fait penser un peu au Nectar d'Or. Le Nectar d'Or est plus vanille, plus sucré, mais un petit peu quand même dans le même genre. Si vous avez aimé le Nectar d'Or, je suis sûr que vous allez aimer le Palo Cortado. Au nez, on est vraiment dans les fruits quand même. Je dirais une bite plus fruits confits que fruits acidulés. Bon, j'ai du sirop de pêche, de la mangue, un peu de raisin confit. Le côté rond, côté sucré de ce whisky-là me fait penser à une belle vanille, style glaçage comme on a ces brioches. En fait, brioche avec un peu de cannelle, vanille, glaçage, c'est quelque chose qu'on a aussi un peu au nez, là, une fois qu'il est ventilé. Ça correspond. Il y a un peu de chêne, mais il est quand même pas mal discret. C'est plus ce petit côté fibre de bois qu'on a en arrière, mais les fruits prennent pas mal la place, la vanille. Fait que, C'est c'est plus pas en finale, un moi. whisky bois. J'avais comme la Ouais. sécheresse un petit peu du bois. On dirait qu'il y avait une petite sécheresse, là. Ben, il y a un petit côté fibreux de la mangue. Dans la mangue, il y a un petit côté quasiment boisé, bizarre. Là. Ben, c'est un peu plus ça que j'ai dans le Palo Cortado. Côté bois, il y en a un au nez, mais c'est smooth, c'est discret. Après ça, quand on l'a en bouche, c'est un whisky très rond encore. C'est quand même, bon, on va appeler ça doux, là. J'aime pas ça dire ça, c'est une sensation, mais c'est quand même pas un whisky qui va rentrer dedans. C'est quand même super souple. Ça prend super bien. C'est vraiment, vraiment délicieux. C'est pas le plus complexe des whisky, par contre, mais c'est très bon. C'est ça. C'est encore un peu de vanille, encore des fruits. La cannelle est un peu plus présente en bouche, j'ai trouvé. Il y a une petite mini-amertume aussi, là, genre de plure de pêche ou plure il y a un petit côté amer, une petite affaire. Là. Un petit peu râpeux, fibreux. Mais ça se prend super bien. Tantôt, on en parlait avec Martin, c'est genre, ça se descend bien un peu trop. Là. Ça peut être dangereux. On l'emboit, on y pense pas trop, ben, on s'enligne une coupe d'once, puis hop, on se rend compte que le lendemain, on a passé avec des chums une bouteille ou presque. Ouais, Le côté doux, par contre, hypothèque un petit peu la finale. La finale est douce, pas super longue. Une bonne finale est bien, mais c'est pas une finale qui va être chaude, qui va rester énormément longtemps. Un petit peu amer, encore une fois des fruits confits. C'est un whisky fruité. C'est un whisky fruité rond. Personnellement, c'est même que je l'ai eu. Fait que c'est super de bien, super bien comme whisky, puis super agréable à boire pareil. Fait que c'est un produit que j'aime bien. Là. Comme je dirais, moi, je trouve que dans les whiskies que moi j'ai, le Lazanta qui est un Sherry Cask, le Quintaruban qui est plus, lui, dans le Porto, le Sauterne pour le Nectar d'Or, puis j'ai aussi le Forest, mais que ça n'a aucun rapport, là, le Taylor Forest. Dans tous ceux-là que j'ai avec le 10 ans, celui que je trouve qui ressemble le plus, qui a un peu le même profil, c'est le Nectar d'Or. Surprenamment. Plus effacé, par exemple, peut-être. Ben, dans mon souvenir à moi, il était plus down. On dirait que j'ai plus de kick. Là. Moi, je parle de mémoire, je n'ai pas à côté de moi le Nectar d'Or, quoique il a beaucoup changé. Le Nectar d'Or, il y a eu plein de versions. Là. Je pense qu'il fut une époque qui était 43, là, il est rendu 46. 46, ouais. Il a changé de mention d'âge une couple de fois aussi. Ouais, moi, il est non-aged de la mienne. Fait que. Dépendamment de votre référence, peut-être que vous allez trouver que ça ressemble ou que ça ne ressemble pas. Mais moi, Le personnellement, côté profil, c'est sucré, facile d'approche. ouais, C'est pour ça que je trouvais qu'il ben, faisait souvent, penser au Nectar d'Or. Mais le Nectar d'Or est vraiment très, très vanille. Puis plus sucré, moins fruité. Là, mais ça reste, en tout cas, moi, dans ceux que j'ai, celui qui matchait le plus, c'était le Nectar d'Or.
Mais ce que je trouve le fun de Glenmorangie, c'est que leur produit de base est pas mal tout le temps le même. Avec les finishes, on reconnaît très bien la base de leur whisky, puis après ça, avec les finishes. Fait que, si vous explorez les finishes, Glenmorangie, c'est un whisky super parfait pour ça parce que vous allez vraiment voir c'est quoi du sherry, c'est quoi du porto, c'est quoi toutes les autres sortes de finishes qu'ils peuvent avoir. Puis en gardant la même base, le même style de whisky qui est déjà très bon. Fait que, le Glenmorangie original de 10 ans, c'est un bon whisky, c'est un passe-partout, c'est un daily super bien. Moi, j'ai pas de misère à le boire encore. Mais on le reconnaît dans toute leur autre version de whisky fini. Fait que ça reste un beau petit. Ouais, je connais quand tu compares au Sauternes, parce que souvent, effectivement, quand je suis dans les Amontillado, Fino, Palo Cortado, souvent, je trouve qu'effectivement, il y a une tendance un petit peu vin blanc, Sauternes et compagnie. Là. Mais je comprends aussi le lien aussi ex-Bourbon. On a tout le temps la même base ex-Bourbon. Le Glenmorangie, c'est un peu ça l'ADN. Effectivement, ça se compare bien des Glenmo. Martin, t'avais-tu des notes ou Nick ou peu importe? Là, prenez la parole. Les notes. Écoute, j'ai pas encore élaboré tant de notes que ça. Tu sais, si je me fie à mes petites. Faire un peu d'historique, moi, je vous dirais que cette bouteille-là que j'ai ici, qui est disponible en sac depuis 2-3 semaines peut-être. Là. Écoute, moi, la mienne, elle a un passage un peu plus étrange parce qu'à un moment donné, dans une province qu'on nommera pas, c'était apparu dans un pamphlet. Et puis, tu sais, avec nos amis, nos contacts, tu sais, fait livrer la bouteille chez une connaissance. Puis, quand tu t'en vas en vacances d'été dans l'autre province, tu t'en ramasses 6 mois plus tard, puis tu ramènes chez vous, tu es yeah, finalement! Donne pas Je suis des content. idées aux gens, là. Non, je donne pas des idées, mais tu sais, comme là, je m'en vais dans le Maine cet été, fait que probablement que je vais m'en ramener une ou deux, tu sais, c'est tout à fait légal. Mais, moi, à la chef, puis je commence à me demander, je m'en prends un autre. Là, ben, franchement, là, ça l'a descendu assez vite. Là. Ben, celle qui était disponible à sac, je suis allé me chercher un backup parce que la mienne aussi descend tranquillement. Et puis, je te dirais, quand je l'avais faite originalement, je regardais mes vieilles vidéos. Je me souviens que j'avais fait une petite vidéo sur les enthousiastes. Mes notes, là, c'était un peu plus sommaire. Ça disait nez, je l'avais comparé avec la Santa. Puis j'avais dit le nez tombe à plat, il y a un peu de fraîcheur, fruits blancs. En bouche, c'est sec, crisp, épice. Pas déçu de mon achat. Puis, tu sais, il bénéficierait de respirer. Je te dirais qu'il a quand même respiré un peu légèrement. Mais, tu sais, je rejoins bien les notes à Jonathan. Je dis, comme, tu sais, j'ai un peu de fruits rouges, mais, tu sais, peut-être un peu moins. La pomme verte, ça ressort beaucoup au nez. Moi, j'étais pomme verte pas mal, ouais, effectivement. Ouais. Le petit côté sucre aussi. Tu sais, en bouche, tu sais, les espèces de peut-être certains fruits tropicaux, l'orange, tu sais, comme des petites notes d'orange, un petit peu d'amertume d'orange, de zeste d'orange. Ouais. La fraîcheur est là, l'épice poivrée, cannelle, noisette. Une certaine dryness, n'est-ce pas ça, en bouche, peut-être pas de l'astringence, là, mais peut-être un genre de vin blanc sec, quelque chose dans le style. Là. C'est pas mal mes notes, je te dirais. Là, je l'étire, je vais continuer d'y goûter là, pour avoir quelque chose d'un peu plus élaboré, mais pour l'instant, ça sommarise à ça. Là. Comme on dit, c'est pas un produit qui est super complexe, c'est un produit qui est le fun. T'sais, on parlait de striker des bouteilles là, à côté d'un feu. Là, ça, puis ça, là, c'est 2 bouteilles super dangereuses. Là. Écoute, ça se boit tellement bien, c'est doux, c'est léger, en tout cas, à faire attention. On est plus du côté sipper que du côté hyper complexe. Là, mais exact. Il y a quand même un peu de complexité de fun aussi. C'est pas juste un sipper non plus. Tu peux trouver ton fun. Ouais. Nick, as-tu des notes ou quelque chose? Bien sûr. Ouais, parce que moi, Martin, tantôt, donc je l'ai vu, il est venu porter des échantillons, puis il m'a donné la super idée de le mettre côte à côte avec là, je sais pas, on va-tu bien, Dunville's. C'est un Irish Single Malt, 46%, 10 ans, 2 ans de finish, Palo Cortado. Fait que je pense que s'il y a une comparaison à faire, dans le fond, c'est vraiment avec ce produit-là. Puis, je t'avoue que quand tu as dit flat nose, là, Martin, ça tombe un peu flat. Quand j'ai versé le Glenmorangie, je me suis dit, moi, le nez n'est pas tout à fait là, tu sais. Mais là, ça fait 45 minutes, 1 heure là, qu'il respire, puis je le trouve vraiment plus intéressant. Puis je trouve que là, il ressemble un petit peu plus au Dunville's, qui est un peu plus punché, selon moi. Mais c'est très intéressant pour moi. C'est pas le plus complexe, effectivement.
mais je trouve qu'on voit deux styles de sherry quand même, ce qu'on ne retrouve pas chez le Lacenta. Donc moi, ça, je le prendrais vraiment avant le Lacenta. Ben, le Palo Cortado, c'est aussi mon petit dada, là, on le cachera à personne. Mais je trouve qu'on est plus sur le finot au niveau du nez, légèrement croustillant, très, très, tu sais, on l'a dit plusieurs fois, là, Joe aussi, les fruits. Moi, j'ai un peu plus de fruits tropicaux que de fruits confits. Pas ben d'agrumes, je te dirais. C'est peut-être ça qui me manque un peu personnellement. Une petite touche acidulée pour casser le tout, complexifier. Mais une fois qu'on tombe dans le palais, dans la bouche, pour moi, là, on tombe un peu plus vers le Oloroso. Donc, avec des noix, j'ai beaucoup de saveurs de noix quand même, en fait, en bouche. Là. Des noix grillées. Ouais. Des bonnes noix grillées, des macarons. Je trouve qu'on tire un petit peu sur le dessert aussi, avec des desserts français, là, les ladurés, là, les macarons, justement. Là. Donc, je trouve que c'est intéressant. La finale, un peu comme toutes les finales de Glenmorangie, enfin, pas toutes, mais une partie, effectivement, c'est un petit peu court. C'est un petit peu court. C'est peut-être là où j'enlèverais des points. Puis, c'est peut-être... c'est pas le côté décevant, mais je trouve que peut-être que la force de Glenmorangie est aussi sa faiblesse. C'est facile à boire. C'est bon. Moi, je trouve ça bon. Je trouve qu'il y a quand même différents niveaux de saveurs. C'est intéressant. Je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais Glenmorangie, c'est une excellente distillerie pour découvrir toute une palette de saveurs. Tu sais, quels fûts sont utilisés. C'est tout le temps un peu la même chose. Hein? 8-10 ans de Bourbon, 2 à 4 ans, toujours 46%, toujours. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Moi, j'ai trippé Glenmorangie solide, là. Puis il y a des très, très grandes éditions de Private Release ou de Private Edition ou les Barrel Select. Là, on pourra s'en reparler plus tard, mais il y a des politiques, ouais, on pense au Compata ou à Eleanta qui avait les. Tu sais, il y a des affaires là, que. Le Bacalta qui est sorti, d'une couple d'années, c'était bon, ça, c'était chouette. Mais voilà, c'est comme sa force est aussi sa faiblesse. C'est peut-être trop accessible. Puis quand tu parlais du prix, 140, ouais, c'est un peu, c'est pas donné, c'est sûr, mais quand tu y penses, le Companta, il est sorti à 108 quoi, en 2015. 9 ans plus tard, on a augmenté de 35 même si le Compata est dans un monde ailleurs, là, selon moi. Mais veux pas, ça reste le même type d'édition qui ont ressorti. 35 de hausse là, sur 35% de hausse là, dans le fond, là, sur 10 ans. C'est pas non plus la fin du monde. C'est pas exagéré, là, mais il y a des meilleurs rapports qualité-prix. Mais ça reste Louis Vuitton, ça reste la distribution d'Arbec. Il ne faut pas s'attendre non plus à. Non. Mais regarde bien, ça, chez nos amis ontariens, parce que quand on habite à Gatineau, c'est ça qui est le fun. On peut en toute légalité aller chercher de l'alcool dans une autre province. 202 $. Pour un 10 ans, t'as dit, ouais? Pour un 10 ans. Le taux, il est quoi, là? C'est 46. 46. Je le trouve peut-être une petite coche en haut. Pour moi, c'est une petite coche en haut côté Palo Cortado. Pas côté plaisir de boire, mais pour l'influence du Palo, peut-être une petite coche de plus. Est-ce que ça vaut 60 $ de plus? Je prendrais le Glenmorangie avant. Puis j'aime beaucoup le Dunville. Là. Je te rejoins un peu, je l'avais ici. Je te rejoins un peu sur parce que j'ai dégusté le Dunville Palo Cortado là, avec le club local là, il y a peut-être 2, 3, 4 semaines. Puis je regardais mes notes tantôt, puis même si le monde dirait que je suis le fanboy de Glenmo, il faut quand même être lucide et être honnête envers le produit. À la fin, je vais probablement avoir une note supérieure sur le Dunville que sur le Glenmorangie, peut-être 1 à 2 points. Par contre, comme tu dis, pour le prix, si je suis capable de sauver 60 $ dans ma poche, je vais peut-être, à la limite, me ramasser un Palo Cortado Glenmorangie avec une autre bouteille, un bourbon à 60 ou quelque chose aux alentours de, pour le même prix. Four Roses Single Barrel, quelque chose comme ça. Là.
Yep, qui est en vente justement dans une LCBO à côté, à 55 si je ne me trompe pas. On manque cruellement de Four Horses au Québec. On manque de Bourbon. Je regardais, là, justement, quelqu'un qui m'a demandé une suggestion de Bourbon à sac, là. Tabarouette qu'il y a rien. Il y a du Michter's, puis il y a du Maker's Mark Cast Strength, puis c'est à peu près tout ce qu'il y a de potable, là. Je ne veux pas être méchant, là. Il n'y a pas grand-chose, là. Le pire, c'est qu'on peut. Mettons pour les allocations, puis l'Écosse, c'est l'autre bord de l'océan, transporter ça, bateau, avion, sous-marin, peu importe. Les États-Unis, là, à ma connaissance, là, nos 4, on peut partir avec un trailer, là, traverser les lignes, c'est pas super loin. Là. Légalement, on ne peut pas se ramener un trailer de Bourbon. J'en connais qui font beaucoup de fins de semaine. C'est plus pas la si loin SAQ, que ça. en fait, c'est que la tendance vers les scotch, c'est la SAQ, en fait, là, qui décide ce qu'on a comme choix. Fait que, nécessairement. Parce que, il y a 2400 distilleries aux États-Unis, il y en a 140-ish, peut-être ça monte tranquillement là, en Écosse. Ça serait une belle niche à aller chercher pour la SAQ, je pense. C'est ça, j'allais dire, les tripes de Bourbon, ils vont trouver toutes les autres espèces de moyens autres que la SAC pour aller chercher des bons Bourbons. C'est pas vrai qu'ils achètent tous leurs Bourbons à la SAC. Là. Et ça, c'est ça, on parle juste du Bourbon. Après ça, quand on parle, nous aussi, du whisky, du scotch, des Irish, des rums, des tequilas, des ci, des ça, là. Pas un expert dans tous les spiritueux, mais ça me semble être quelque chose d'assez généralisé, là. Sauf pour, mettons, un tripeux de gin du Québec, là, il va être bien servi ici, là, pour les gins artisanaux. Puis même là, on en manque quand même là, des trucs exportés. Mais je pense que il y a clairement des marchés qui ne sont pas exploités, du moins de mon point de vue d'amateur, puis de ce que je vois aussi sur les clubs des autres pays. Il y a le Bourbon, mais maintenant, là, dans les single malt qu'on fait et au Canada et aux États-Unis, il y en a des bons. Là. Les single malt aux États-Unis, c'est rendu la note chez les single malt, c'est à mode, là, sont partis. Il y a des grosses compagnies comme Bullet, comme Jack Daniel, qui ont fait un single malt, tout le monde a fait comme crime. Il est bon, le single malt qu'ils ont fait. Quand tu dis que les gros joueurs ont pris le pas et ils embarquent dans la tendance single malt, il y a de quoi à faire. Pour vrai, c'est une belle en Écosse, c'est que du single malt, on s'entend. C'est une belle catégorie de whisky. Là. C'est une façon de faire un peu différente. On réutilise des casques. Côté aussi, là, approvisionnement en baril, les single malt, souvent, vont prendre Il y en a du chêne neuf, mais souvent, je dirais qu'une grosse majorité, c'est du chêne qui a déjà été utilisé avant. Pour la pérennité du produit puis de l'approvisionnement, c'est super, le single malt, pareil. Notre cours arrière, là. Notre cours arrière avec Two Brewers, puis, il y a des beaux trucs aussi dans l'Ouest, là, mettons. Les Macalonays, les Shelter Point, les... au Okanagan, Hansen, Bridgeland, il y en a plein. Tout se développe super bien. Puis ici, au Québec, on est en train de se demander si on n'est pas en train de... C'est ça. Quelle distillerie on va gonner? Ça n'a aucun sens. On est complètement dans l'autre sens. Là. Mais bon, partez-moi pas là-dessus, sinon on va passer à la vidéo. Revenons au Palo Cortado. Le Palo Cortado, là, si je peux mettre un bémol sur les gens qui sont peut-être habitués au Sherry Bomb et tout ça, il ne faut pas penser non plus que c'est une bombe de saveur. Glenmorangie, c'est toujours des finis un peu raffinés, un peu plus subtils. On ne veut jamais une bombe de saveur du finish. On veut quand même toujours garder l'ADN du ex-Bourbon et rajouter une petite touche par-dessus, une petite variante qui va laisser transparaître quand même l'ADN initial. C'est pour ça on dit toujours que c'est un bon whisky pour débutants. C'est parce que justement, tu peux aller connecter là, ce que tu entrevois en arrière dans l'ex-Bourbon vers ton Glenmorangie 10 standard. Puis là, tu vois vraiment l'influence quand tu mets les deux côte à côte du finish qui a été rajouté. En l'occurrence, ici, du Palo Cortado. Fait que ça fait un exercice qui est très, très pédagogique et très, très pertinent pour un débutant parce que tu isoles de cette façon-là, par élimination, qu'est-ce qui est ajouté avec le fini du Palo Cortado. Si je vois avec mes notes, là, moi, j'avais au nez des pommes vertes, de la vanille, des noisettes,
Un peu de. Là, j'ai écrit raisin blanc, mais c'est pas bon, ça. Je suis pas sûr que c'est vraiment raisin blanc. Il y a un fruit, là, mais je suis pas capable de mettre le doigt dessus, là. Peut-être que j'irais plus comme Joe, là, avec euh, des fruits peut-être plus confits, là. Je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Euh, En bouche, là, pomme, abricot, melon, miel, Ouais. une espèce de citron, une vanille, mais aussi quelque chose d'un petit peu plus chlorophylle, limite thé vert. On dirait qu'il y a quelque chose un petit peu plus green là, Végétal. là-dedans. Là. Ouais, Ouais, il y a quelque chose ouais. de végétal. Il y a, bon, final, un petit peu plus sèche sur le chêne. Puis j'ai noté aussi pamplemousse. Tu sais, on dirait qu'il y a une amertume Ouais. à la fin là, qui revient te chercher, qui te laisse en bouche, que je trouve assez intéressante aussi, mais en tout cas, Ouais. dépendamment de à quel point vous êtes agressé par l'amertume, là, mais je pense pas que c'est quelque chose d'extrêmement dérangeant non plus. Moi, en tout cas, je trouve que overall, ça m'a déjà fait quand même pas pire naviguer juste avec ça. Fait que je trouve ça, je trouve que c'est satisfaisant comme niveau de complexité dans un produit comme ça pour 140 $. Je trouve pas que je me suis fait avoir. Mais c'est pas non plus le meilleur rapport qualité-prix, là. Mais on va, on Ben va en là, discuter plus à la fin. là, C'est tu la parles rareté de du fruit. pamplemousse. Tu parles de pamplemousse, puis je suis avec le Dunville, puis la finale, je change juste ça maintenant. Je suis comme, hey, c'est vrai, mais je l'ai sur le Dunville, par contre, pas sur le Digestif. Glenmorangie. Ouais, mais je l'ai C'est prêt à pas. faire et tu sais, à chaque fois, quand vous autres qui me donniez vos notes, je suivais, puis Colin, tu sais, le petit côté noir, le petit côté tout, elle m'avait tout dit quelque chose que j'ai retrouvé après. Tu sais, quand on est tout seul, on est dans nos paradigmes à nous. Là, vous Ah, autres, Exact. avec on partage ça, c'est partie d'expérience whisky, je trouve, de partager nos ben notes puis oui. de le faire en gang. Fait que, tu sais, en Exact. podcast, de même, là, si vous avez le drame là, avec vous, là, tapez-vous toutes nos notes là, avec un drame dans la main, puis je pense que Mm. vous allez triper. Ah, ça serait pas pire, ça, que les gens écrivent leurs notes après ça en commentaire, là. Oui. Vous êtes game, là. Ou, regarde, si vous nous écoutez en conduisant, textez pas au volant, s'il vous plaît, là. Mais Mais, à l'inverse, si on disait d'avance qu'est-ce qu'on allait faire, puis que les gens nous shooteraient des notes, je serais curieux de mettre les notes sur la table puis d'essayer de comparer un peu aussi. Là, à l'inverse, là, c'est pas méchant. Des fois, c'est ce que je fais un peu quand j'explore un whisky. Je regarde un peu ce que les autres, les notes ont dit. Mm. J'ai tendance à partir du sol de mon bord pour me laisser influencer, Ouais. mais quand même. ouais. Je fais Moi, souvent ça, moi aussi. C'est un exercice qui, je pense qu'on le mentionnait, c'est assez gratifiant de trouver tes notes toi-même. Puis, des fois, ça t'indique que c'est une évolution. Comme, tu sais, je regardais 2023, là, tu sais, mes notes, là, ça tombe à plat, fraîcheur. Tu sais, à un moment donné, tu te forces. Tu sais, c'est comme Mm. un gars qui commence à courir. Au début, il fait 200 mètres, il est essoufflé. Là. Après un an, là, il va peut-être courir un 5 km sans problème. Mais là, au début, tu sens, oh, c'est Mm. sucré. OK, c'est sucré, nanana, mais à un moment donné, tu découvres là, un peu. J'ai Les été un types peu de sucre, les enthousiaste. fruits. Tu sais, quand tu parles de fruits, il y a des Ouais. types de fruits. Là. T'es plus pomme, t'es plus banane, t'es plus. Yep. Après ça, les épices. OK, oui, c'est épices. Quelle épice? Tu essayé, là, moi, chez nous, dans le rack à épices là, qu'on a, là, qu'on a un paquet d'inventaire, ben, écoute, je pense que Exact. ça arrive une fois par semaine que je Ah, m'en vais pas là-dedans pour savoir c'est laquelle qui correspond le plus. ouais. Ben, On va c'est le ça, dire. faut Ah, ouais, faire. complètement. C'est Complètement. ça, Faut pas faut être faire. intimidé. Faut pas être intimidé non plus. Là. Je regarde la première revue que je me suis écrit dans mon téléphone, là, le Bullet Orange Label. Tu sais, je pense que j'ai écrit caramel, caramel, caramel. 15 ans plus tard, j'y retourne. Ben, c'est encore caramel, caramel, caramel. Mais si je vais, mettons, à l'autre, là, au Canadian Club 12 ans, qui est Ouais. quand même très basique, là, on s'entend, c'est rien de. À 30$, c'est une très bonne valeur, mais c'est. Ben là, j'ai plus la même chose, mais tu sais, je pense qu'il faut tout le temps partir de gros, comme tu as dit, Joe, puis là, tu sais, tu rapetisses. Il ne faut pas avoir peur, mettons, de dire, OK, le nez il est fruité. OK, le nez est fruité, le palais il est rond, la finale est longue. Puis là, après ça, tu Exact. reviens, puis ça, dans les fruits, il ne faut pas essayer de chercher forcément la note tout de suite. T'sais, à moins que ce soit vraiment obvious, là, ouais, tu sais, t'en as là, des whisky, je sais pas, là, je C'est sais juste pas. le raffiner, en fait. C'est Ouais. les Ouais, c'est fruits, ça. c'est vague. Puis les fruits plus Ouais, ronds, c'est plus Exact. verger, plus. ouais, Et puis je parle, des fois, j'étais avec une dégustation des gens qui connaissent pas ça beaucoup, puis qui parlent, puis là, je lui dis, ah, moi, ça fait penser, tu sais, les pommes jaunes. Ben non, tu sais, je me mets à.
Là, des fois, ils me sortent quelque chose. Je connais pas ça, mais ça me fait penser à du melon au miel. Tabarnouche, c'est carrément ça. Puis là, il ne faut pas hésiter. Là, puis le cerveau, c'est un appareil de reconnaissance. Et quand on goûte ou on sent quelque chose, il essaye de se fier à ce qu'on a déjà eu dans le passé. Fait que, puis des fois, on ne trouve aucune référence, et des fois, on en a une. Puis souvent, ça vient avec un souvenir aussi. Tu n'as pas besoin d'être, comme tu dis, tu es débutant. Tu es peut-être débutant en whisky, puis tu ne connais pas les whiskies, mais ça fait peut-être 30 ans que tu cuisines en fou, puis tu fais des recettes à la Ricardo à côté. Fait que, toutes les épices, tous les référents, tu les as toutes. Tu n'es peut-être pas connaisseur en whisky, mais les arômes, les saveurs. Je ne suis pas un grand. Je commence à m'y connaître un peu la théorie du whisky, comme des trucs comme ça, les compagnies, les distilleries, mais je suis encore en train d'apprendre au niveau des saveurs, les arômes, les trucs comme ça, mais c'est drôle, Nick, tu parlais du bullet. Tantôt, j'ai fait une petite capsule un peu humoristique là, avec le screwball. Là. Ben, ça, c'était beurre de peanut, beurre de peanut, beurre de peanut. Ben là, c'est ça. Il y en a que ça ne change jamais. Là. Il y en a que c'est ça. Puis je ne parlerai pas de certaines distilleries. Je pense que j'ai fait le tour il y a un mois. Là. Merci de me réaccueillir. D'ailleurs, non, je n'irai pas là. Je n'irai pas là. Mais non, mais tu sais, comme là, regarde. Là, j'ai juste ça du pamplemousse. Là. J'arrête pas, puis j'ai l'impression que mon Dunville, j'ai pamplemousse au nez, pamplemousse en bouche, puis je pense que j'ai peut-être du pamplemousse confit en finale, tu sais, maintenant, mais c'est ça, là, tu sais, c'est l'influence aussi, là, mais c'est ça, faut pas avoir peur, puis, tu sais, des fois, t'as du monde sur le groupe des enthousiastes, j'ose pas, non, vas-y, là, vas-y, lâche-toi lousse, même si c'est du Glenn Farclas, là, je te jure, je te descendrai pas. C'est pas correct. Puis, il n'y a pas de vérité. Je m'excuse non, mais à tous ceux qui nous écoutent, je m'excuse. Mes propos ont dépassé ma pensée. D'ailleurs, j'ai envoyé des échantillons à Joe, puis j'y ai mis à Glenn Farclas dedans pour lui faire plaisir. Non, en plus, je l'adore. Je l'adore. C'est un que j'adore. C'est Glenn Farclas en fût de Bourbon. Fait que ça, c'est correct. Ça passe, mais non, mais faut pas. Non, ben, moi aussi, des fois, j'ai tendance à exagérer sur un propos. Surtout après cette cash strength Highland Park en général. Non, c'est ça. Le producteur me dit qu'on a un extrait de cette soirée-là qu'on va vous jouer à l'instant. Voici un extrait. J'ai jamais osé écouter. J'ai pas écouté l'épisode. J'ai pas osé. J'ai pas osé encore. Moi, tout, à la fin, c'est un épisode que je m'étais laissé aller là, puis, dans plusieurs en arrière. Puis à la fin, on était dans les OABV. Puis, il me semble que je parlais plus en lettres attachées un petit peu à la fin. Mais je me rappelle de tout. Fait que c'est pas hésiter. Les gens qui ont des expériences, qui ont des saveurs, c'est personnel, ami. Comment on va l'apprécier, comment est-ce qu'on va découvrir comme note. Si vous n'avez jamais goûté de cantaloupe, mais vous avez goûté d'autres choses qui est similaire, ça va vous évoquer d'autres choses. Puis c'est pas faux. C'est juste vous. Fait que c'est un peu le fun. Moi, je pense que ça fait partie du plaisir vraiment de partager ce qu'on ressent, puis ce qu'on goûte, ce qu'on sent dans un whisky. À un moment donné aussi, il ne faut pas se sentir. Faut pas se sentir mal. Je veux dire, tantôt, je fais une petite capsule. Là. Moi, Lindores ou Lindor, je l'ai dit candidement, là, j'ai goûté à 2-3 expressions, puis c'est pas dans ma talle. Là. Les 2-3 produits que j'ai goûtés, j'ai pas trippé. C'est comme. J'attends le moment d'être surpris. Comme, oh, c'est bon ça. Mais jusqu'à date, ça tombe à plat dans mon assiette. Là. C'est comme manger des petits pois en canne. Quand même, l'exclusive sherry de la SAC qu'on a eu, là, je le trouvais bien. Là. C'est peut-être pas ça que j'avais, là, mais. Ben, je sais pas, je les ai pas toutes faites, là. Mais les single cast exclusives là, de la SAC que j'ai goûté, moi, j'ai bien aimé. Pour le reste, je ne pourrais pas dire, là, franchement. Là. Je vais prendre la balle au bon, Nick. Lindor, c'est tout de la De A à Z, c'est tout de la merde. C'est ça qui est le fun. On a du choix en masse. Dans le Scotch, il y en a du choix. Lindor, c'est une jeune distillerie comme Lockley.
Lockley qui font plein de produits. Puis moi, j'ai tombé en amour avec Lockley. Le reste, je n'ai pas haï, mais là, on dirait qu'il fallait que je ne peux pas me pitcher partout. Là, fait que je me suis plus focusé sur Ouais, Lockley. ben, je vais vous laisser en C'est un passant. style que j'aime parce que c'est une ferme distillerie, un peu comme OK. Kilman. C'est Lockley, moi j'adore ça pour ça parce que ils plantent, ils cultivent, ils récoltent, ils envoient malter, par contre, ils ne maltent pas encore eux-mêmes. Ouais. Et c'est très bien. Quand tu goûtes du Lockley, tu goûtes l'ADN, tu goûtes leur sueur, là, de ce qu'ils ont fait d'un bout à l'autre. Ça, c'est mon genre. Ils ont tellement un genre aussi fermier, agricole, on dirait que ça sent le blé quasiment. Là, je sais pas, là, mais en tout cas, c'est J'ai acheté particulier. toutes les saisons, là, j'ai acheté toutes les Harvest. Les Harvest. Ouais. Moi, je trouvais déjà le Hour Barley, qui est le normal, le Lockley, très bon. Je trouvais que c'était un whisky que j'ai adoré. Puis après ça, j'étais bien content de pouvoir essayer toutes les variations différentes dans des casques différents, même dans des quarter casques peated, qui, d'après moi, est du Laphroaig, mais là, ça reste c'est pas dit officiellement. Puis, tu sais, le distillat, il n'a pas été peaté là, dans la façon dans le maltage. C'est vraiment juste qu'il a été mis dans des quarter casks peated. Puis, le produit final sort peaté comme si pas mal plus peaté que le Laphroaig. Je te quête un sample, là. Ça m'intrigue, ça. Ça reste super intéressant. Oui, mais là, t'as un rhum, là. Non, excuse-moi, t'as un rhum, parce que tu me fais penser à ça, Joe. T'as un rhum qui est sorti dans l'Ouest, là, le Grandeur. Puis 13 ans, fini 4 ans dans des fûts d'Ardbeg. Puis, parce qu'il y a bien des chums en Alberta qui versent ça, tu sais, à l'aveugle. Puis, le monde sont genre, ah, c'est un nouvel Ardbeg, c'est quoi ça? Puis, tu sais, t'es pas sûr si c'est un Ardbeg fini en fût de rhum ou si c'est un rhum fini en fût d'Ardbeg. Tu joues un petit peu sa ligne, là, les fûts tourbés, là, fortement tourbés, c'est intéressant quand même d'utiliser ça pour le vieillissement. Là. Ça apporte. Ça peut être vraiment intense. Là. Il y a juste la Havana Club qui ont fait là, dans les fûts d'Aïla. Ouais, aussi. Zéro pays. Ah ouais. Ils ont acheté 2 casques. Puis là, ils ont fait genre 40 millions de bouteilles avec ça, là, je sais pas. Là. Mais c'est un acheté parce que moi, j'aime les whisky d'Aïla. Je me suis dit que ça y est, je vais avoir un rhum peated. Puis, heureusement. Il n'est pas méchant. C'est juste qu'il n'y a pas de fumée. Je t'enverrai du grandeur. J'ai une bouteille qui s'en vient. Une petite distillerie, on parle de, tu sais, comme avec Passion Whisky, là, il y a notre bon chum Eric là, qui fait un super bon travail. Là. Il y a Killowen qui avait fait un lunch and learn avec la possibilité d'acheter sa rente, ses rentrées. Là, fait que éventuellement, on va avoir une petite chronique là-dessus aussi, peut-être avoir une petite revue là, entre nous autres. Là, on enverra les samples si ça doit. Fait que, tu sais, faut encourager ces jeunes distilleries-là. Avant de devenir grand, il faut que tu commences petit. Et, c'est sûr qu'il y en a beaucoup de petites qui ne se rendront peut-être jamais grandes non plus. Il y en a peut-être qui vont décéder dans le processus ou il y en a qui vont juste rester petites et familiales. Fait que c'est, ou qui vont se faire acheter par un groupe et qui vont devenir mauvais. Pour faire le lien avec Glenmorangie, puis j'imagine qu'on va parler de Bill Lumsden après ça, mais à défaut d'être incroyable, puis spectaculaire, puis super vieux, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font, puis Glenmorangie est devenue intéressante quand ils ont commencé les cast finish. Sinon, c'est pas mauvais, là, mais c'est pas non plus grandiose. Mais écoute, là, leurs cast finish, les vieilles étiquettes beige, là, c'est légendaire, là, les wood casks, là, les wood editions. Là, tu as parlé, le JP, là, le Companta, c'est débile. Là. Le Bac Calta, c'était vibrant de joie, ce whisky-là, là, c'était fou. Puis, tu peux dire, j'aime pas ça, mais des fois, c'est intéressant. C'est ça qui est le fun aussi du whisky. Là. Tout n'a pas besoin d'être le nouveau numéro 1 que tu as bu de ta vie. Là. Exact. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est ça. Souvent, Glenmo, c'est des beaux passe-partout, c'est des belles expériences. Il essaye plein de choses. Là, on a vu, je pense que c'était le Alta là, qui était, dans le fond, là, une question il avait pris des levures sauvages, là, c'est ça?
ça vaut ce que ça vaut, là, parce que, bon, ils ont pris des fûts un petit peu plus subtils, fait que là, c'était moins influencé par le fût, mais ils laissaient transparaître tout ce qui était donné par la levure sauvage. Moi, je trouve ça super geek, super le fun à aller chercher. Après ça, je trouve que c'est une belle mentalité de la distillerie d'aller faire de l'exploration comme ça, puis de l'expérimental. Puis tout ça part du gars, justement, de notre fameux Bill qu'on va revenir plus tard dans la distillerie. Dans la vidéo, on va en reparler plus tard. Ouf! Ouais, ça, c'est vieux, ça. Ouch! Ouais, c'est pas ouvert encore. Wow! Ouais, Wow! Je suis allé dans les voûtes, hein. Les voûtes sont loin, c'est ça, j'ai fait. Je suis allé aux voûtes de Magog chercher ça, là. Tu vois, écoute, je vois même plus le code dessus, là. L quelque chose, là. Ça a de l'âge. Mais... C'est quoi le finish là-dessus? Madeira, wood finish. Madeira, hein? Ouais, j'étais pas sûr. Malaga ou Madeira. Ouais. Yes. Quel âge tu dis que quand tu dis que c'est vieux, c'est à quel âge? Toujours jeune, des Glenmoe, là. Écoute, celle-là... Le release, c'est quand? Dans les années 90? 90, c'est le label-là, je pense, non? D'après moi, oui. Là. Écoute, parce qu'il fut un temps, ça, ils mettent vraiment la date, là, la distillation, la ligne d'assemblage. Mais là, avant, ça, c'est vraiment... Montre-le vraiment proche, le front label, là. Ouais, écoute, tu dois être... parce que les labels plus vieux, qui sont beige complet, là, c'est début, milieu 90. Donc ça doit être milieu-fin, là. Ouais, j'essaie de voir fin 90. Je suis même pas capable de le lire. Tu sais, c'est L quelque chose. C'est-tu L8 pour L98 ou L, comme... Il y a un truc pour ça, j'avais lu à un moment donné. Il y a un site web qui se spécialisait pour les vieux codes, là, les bouteilles Ardbeg, etc., là, mais... Ouais, ça, il faut fouiller un peu, puis on peut le trouver, l'information, là. Si on fait un L quelque chose, là, en dessous, là. Je vais trouver ça. Late 90s, c'est ça. Ouais, à l'époque même, là, quand tu achetais ça, là, il y avait un petit coupon rabais. Là, tu peux envoyer ça à Glenmorangie. Tu avais une pièce de rabais sur le Glenmorangie. Une pièce. 1 pound sterling sur le Glenmorangie 18. C'est un 43%, hein? 43? Oui, exactement. Ouais, late 90s, c'est ça. C'est probablement 98-99, si je suis capable de lire le label. Mais ça a remplacé les labels un peu plus petits, qui étaient un peu plus grands, qui étaient... Ouais. Hey, ça mettre la main. Ça vaut une petite fortune, ça, mon Martin. Ouais, on écoute, pas le prix. Quelqu'un va débarquer chez nous. Mais je te dirais que je suis chanceux parce que, tu sais, écoute, être un fanatique de Macallan, tu sais, gotta catch them all, là, écoute, Macallan, là, je mettrais la main dans ma poche puis dans l'autre, puis j'aurais pas assez de poche. Mais tu sais, je te dirais que j'ai été quand même, somme toute, chanceux dans mes voyages exploratoires de trouver certaines bouteilles assez raisonnables, là, mais je sais que ça a été... si on a des fans, d'outre-mer qui nous écoutent, ça vaut la peine de regarder les auctions. Parce que tu trouves surtout celles où il y a des énormes bouteilles, parce que toutes les plus petites bouteilles passent sous le radar. Bien, évidemment, là, je pense qu'il y en a une, ceux qui habitent dans l'Ouest, qui nous écoutent, là, les francophones de l'Ouest, évidemment, eux, ils ont accès. La SAQ en fait, je pense, là, ou en tout cas, t'en as des légales là, au Québec là, qui sont en vin, quelque chose comme ça. Et des fois, il y en a, mais c'est surtout pour le vin. Mais du côté du vin, on trouve quand même des merveilles là-dedans. Mais tous ceux qui nous écoutent depuis la France, là, qui peuvent se faire livrer leur whisky, ça vaut la peine parce que ça, tu trouves des vieilles éditions comme ça, puis le monde ne savent pas ou les gens hésitent. C'est un icône, Glenmorangie, on va se dire. Là, c'est dans les piliers, dans les classiques. Puis, je pense que les vieux classiques comme ça doit être super intéressant. Oui, puis je te dirais que... quelque chose c'était quoi le Glenmorangie de l'époque? Là? Ça doit être super J'aimerais faire... à un moment donné, à travers les 4-5 dernières années, j'ai été capable de mettre la main, mettons, sur le Glenmorangie 10, mettons, la dernière version, l'autre avant. J'ai peut-être 7-8 itérations de Glenmorangie 10. Là. Comme, imagines-tu, là, qui part peut-être des années 90, 95, 2000, 2010 jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que je ne m'attends pas à des tonnes de
de goûts différents, mais quand même, comme souvent, on parle souvent des vieux Ardbeg. Ah, dans le temps, les vieux Ardbeg, là, ça goûtait quelque chose, c'était bon, c'était ci, c'était ça. Aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi là, dans certains cas. Là. Mais je pense que ils ont amené une belle compétition, surtout Bill, là, je pense Bill Lumsden avec de ne pas jouer les règles à Scotch Whisky Association contre lui, mais dire écoute, c'est bien beau de finir ça dans des fûts de sherry, mais il y a d'autres choses dans la vie qui existent que des fûts de sherry. Là. Fait que je pense qu'il a amené un peu cette contribution-là. Puis on va en parler un peu plus tard. Là. Il l'appelait le Willy Wonka du whisky. Là, c'est un peu son surnom. Le Tale of Forest, je n'ai pas tant trippé. Là, je le vois sortir. Là. Ça là, je vais le réessayer avec vous autres là, parce que là, moi, j'ai le Tokyo là, qui s'en vient à 5. J'ai un échantillon. C'est la preuve qu'ils essayent des choses pareilles. Lors du matin, c'est correct, oui, c'est ça. Moi, ils ont mis des sapinages, puis tout ce qu'il y avait dans les forêts des Highlands, dans le pour Oui, ils appellent ça peated, mais peated avec des trucs végétaux. Là, en tout cas, je ne sais pas si c'est le bon terme de dire peated. With botanicals of something. C'est ça, Woodland Botanicals. Je l'ai dit ici. Et encore là, ça goûte le Glenmoe 10 avec des affaires de plus. Ouais. Moi, sérieusement, contrairement à toi, JP, ou en tout cas, même Joe, je l'ai trouvé intéressant. C'est peut-être pas nécessairement, c'est super bon, mais je l'ai trouvé intéressant parce que, contrairement à beaucoup de releases de Glenmorangie, des fois, on reste pas mal tout le temps dans le même espèce de pseudo-sécurité, quelque chose qui va goûter bon, quelque chose qui va plaire au monde, quelque chose qui va plaire au marché asiatique qui est de plus en plus demandant envers les produits pseudo de luxe, parce que Louis Vuitton, Moet Hennessy, Macallan, tout ça, si ça vaut cher, si c'est cher, donc c'est bon, donc on veut l'acheter. Mais celui-là, je trouve, même si j'étais comme moi, je bois-tu du gin, là, ou je bois-tu quelque chose, c'est funky en esti, ouais. Je me suis fait une concoction de feuilles en forêt dans un, mais je l'ai trouvé intéressant pour ça, parce qu'il a comme osé sortir dans... C'est intéressant. C'est différent. C'est juste que c'est pas un go-to que je vais ouvrir dans un style c'est ça. Parfaitement que je tripe. Mais on sent un peu basse-cour, un peu dans les conifères. Il y a un petit côté cireux dedans. Mais c'est ça, c'est intéressant. C'est comme, voici ce qu'on peut faire juste en séchant le grain avec un autre combustible que juste... Exact. Si jamais. Et en même temps, c'est ça. Là, c'est de la signature de Glenmorangie, je trouve. Il essaye, puis ça donnera ce que ça donnera, puis on n'a pas peur d'essayer des trucs nouveaux. Oui. Puis c'est ça, les explorations, bon, c'est sûr que quand on tombe dans des côtés exploratoires de même, ça fait des hits puis des misses, ça, c'est correct. Il faut s'apprendre à ça aussi, là, en tant que, en tant que geek du whisky, si je peux dire ça comme ça. Quand on arrive dans quelque chose d'expérimental, il faut sourire, il faut être capable d'accepter le fait que c'est différent aussi. Mais effectivement, le forage, c'est pas que j'ai pas eu une bonne expérience. J'ai trouvé ça le fun, effectivement, d'aller chercher toute cette particularité-là qu'on avait. Là. Mais c'est pas quelque chose que je me suis dit, je vais aller m'acheter une bouteille parce que je trouve bon à boire comme ça. Moi, personnellement. Il est fou! Il est fou! Il est fou! Tu l'ouvres-tu pour vrai? Oui. Je m'avais donné le goût, là. OK. Le privilégié, ça barre. Non! C'était sûr. Les vieilles affaires de même, ça casse tout le temps. J'espère que tu as des bouchons de rechange, là, ou finis ta Palo Cortado, puis mets-le dessus. Ouais, je vais aller chercher un petit débouche-bouteille, un petit débouche-bouchon. Ça fait ça même avec le vieux Eleanta, là, ça... oui. C'est toujours ça. Ouais. C'est toujours ça. D'où l'importance là, de régulièrement, c'est pas à faire. Là, oui. Tourner les bouteilles, puis là, tu passes à travers tout, puis t'attends. Exact. J'aurais peut-être dû le faire avant même de tirer dessus, mais écoute, si on parle d'une bouteille qui a une trentaine d'années, ou peu importe, là... Peu importe, il a fallu que tu allais se tourner pendant 10 minutes. Là, c'est ça. J'ai cassé un bouchon hier aussi, puis la bouteille n'est pas vieille. T'aurais fini par péter le bouchon de toute façon. À force. C'est ça. Je pense qu'il y a peut-être un désavantage. On voit de plus en plus de compagnies qui ont des bouchons en liège artificiel, peut-être, ou en liège synthétique. Probablement qu'on verra moins de bouchons se détruire comme ça. C'est pas vrai. Mon Laz, il a décollé de à peu près il y a la partie esthétique, la partie bouchon. Puis des fois, il décolle un de l'autre.
Le lance PWS, là. De foam à l'intérieur, c'est comme bon. Moi aussi, je trouve qu'ils mettent de la colle cheap dessus. Puis... Oui, la colle chaude, on dirait. Hey, ce lance-là, Joe, là, 100% des bouchons qui ont pété. Ouais. Le mien aussi, ça fait ça. Ouais. Là, je le plante au complet pour être sûr. Et voilà. Ouais. Là, il faut que tu le retires avec des pinces ou avec tes dents en l'arrachant. Ouais, puis, la colle, là, ça, c'est vraiment l'ennemi du whisky aussi. Là. S'entend que s'il y a un contact avec de la colle, là, tu me rappelles des mauvais souvenirs. Throwback Thursday. Ben, on l'a vécu avec des bouchons de sample, entre autres. Là, mais bref. Puis, gardez vos bouchons. Gardez les bouchons qui fonctionnent bien. Puis, je les mets dans un petit sac à quelque part. Puis, à un moment donné, il en pète un, mais je les essaye. Puis, j'en trouve un autre qui fait. Dommage, là, parce qu'il y a des fois qu'il y en a qui font des belles jobs, des bouchons, des belles gravures, des belles affaires. J'ai mon Mactala Maroc et Strata qui est Morrison qui font de belles jobs de bouchons. Il y a un petit peu de restant de bouchon, là, fait qu'on va sortir ça tantôt. Ah ben, tu sais que quand tu changes de bouchon, là, quand tu mets un bouchon pour les auditeurs, là, un bouchon que tu as gardé d'extra là, dans ton sac plastique, trempe-le, il faut le faire tremper un petit peu. Tu le fais tremper dans de l'eau parce que sinon, tu vas le rentrer, puis la prochaine fois que tu vas l'enlever, ça va faire pareil. Ouais. Tu laisses tremper une dizaine de minutes là, pour qu'il reprenne un peu de porosité. Puis, parce qu'ils ont tendance à rapetisser. Fait que si tu as un gros bouchon, puis tu dis je ne le garderai pas, le bouchon est trop gros, garde-le parce que ça rapetisse pas mal quand même. Ouais. Tu le mets dans l'eau chaude pour qu'il expande, puis dans l'eau frette pour qu'il rapetisse. Ben, quand j'ai en bouteille, des nouvelles bouteilles, je les mets dans l'eau chaude moi, pour être sûr d'avoir le maximum. Mais ça fait ça. Ouais. Si on en revient à notre Denmo, yes. On n'avait pas les quantités de cette bouteille-là. On n'a jamais trouvé les quantités. Là. Il y en a quand même pas mal partout, ce qui me laisse penser qu'il y a dû avoir quand même pas pires grandes quantités. Là. Je pense pas que c'est un whisky que les gens ont détesté. Là. Les notes sont quand même relativement correctes là, d'un point de vue pour ce type de produit-là. Là. Je pense 85 sur Whisky Base, puis on voit des 4.5 sur 5. Fait que c'est pas un whisky qui a été mal reçu par la communauté puis qui est boudé, qui reste tablette. Je pense juste que le prix, parfois, il est peut-être un peu élevé pour certains, puis le contexte économique étant que les gens se payent peut-être un peu moins de luxe, de prestige, puis tout ça. Mais ça doit être quand même des bonnes quantités, là. Surtout s'ils ne le disent pas, là. Parce que des fois, ils se font ramasser un petit peu après ça en disant ben oui, limited 40 000 bouteilles. Ouais, des fois, je pense qu'ils ont peur un peu de mettre un chiffre ou de publier ce chiffre-là. On a cherché fort. En tout cas, moi, j'ai cherché fort pour essayer de trouver les quantités, même sur les premiers barrels. Là, puis je me souviens qu'on s'était dit, je pense, la même chose, le Bacalta. Mais tu sais, le Bacalta, ils l'ont ressorti plusieurs fois après ça, sur plusieurs années. Fait que tu sais, c'est un limited, mais c'est pas si limited que ça non plus. Là, on a vu ressortir plusieurs fois. Fait que, tu sais, c'est très relatif, là. Le mot limited, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, j'ai une quantité X de bouteilles, puis à un moment donné, il n'y en aura plus. Puis ça va s'arrêter là. Ça peut être 5 000 comme ça peut être 50 000. Il n'y a pas de barème. Les méthodes à combien, on ne le sait pas. Clairement, il y avait quand même pas mal parce que Martin, il a eu la sienne avant pas mal nous. Mettons, je dirais, mettons pas un an, mais mettons un bon 6, 7, 8 mois. Quasi. Puis, on regarde le code de sa bouteille, même embouteillage, même chose que nous ici, puis qu'il y a d'autres ailleurs. Fait que, c'est comme, ils ont fait une méga batch, ils ont relâché ça sur le marché. Le monde l'ont eu plus ou moins avant d'autres. Et c'est ça, là, on parle, je ne sais pas combien de bouteilles que ça représente, là, parce que je ne sais pas comment la SAC a acheté de bouteilles, mais mettons si chaque province a eu 200-300 bouteilles, plus les États, plus les autres places dans le monde. Parce que ça ne dit pas small batch, ça dit limited release. Ça peut être un limited release à 15 000 bouteilles. Sur le site, ça dit small batch. Ah, mais OK.
c'est encore Ouais. très vague, là. Bon, batch, ouais, ça On veut dire. s'entend que pour Glenmorangie, Glenmo 18, c'est extremely rare. Fait que leur notion de Ouais. rareté, mettons, qui est relative. Hein. On est passé d'extremely rare à infini, quand même, là. Ouais, dis small batch. Ouais, small batch release. Infinita maintenant, ouais. Infinita, ouais, le nouveau 18. T'as raison. Ils disent pas que c'est un limited, ils disent que c'est un small batch release. OK. Fait que si ça se trouve, on aura d'autres après. On aura peut-être une autre édition ou un autre bottle date de ça, parce que souvent, les small batch, ça vient en batch. Possiblement, ouais. Écoute, sur Whiskey Bay, je pense que j'ai vu la date. Le gars qui avait mis la bouteille sur Whiskey Bay, ça semblait dire le 22 août plutôt que le 30 août. Fait que, tu sais, il s'est-tu trompé ou il y a eu plus. Tu sais, ils ont peut-être eu deux small batch de 3-4 000. Tu sais, ça dépend de. Yes. Moi, je m'ennuie des cast strength de Glenmo. Est-ce que ça aurait été bon, là? Oui. Un Palo Cortado, là, cast strength, là, me semble que ça aurait été monstrueux. Là. Ça, à 51-52 là, ça Oh que oui. Oui, ils sont plutôt rares, tu as raison. Écoute, quand tu scannes ici, tu as eu le Alta, là, lui, avec la levure spéciale qui était à 51. Tu as aussi les Astor, qui étaient, je pense, c'était-tu fully mature ou dans des. C'était full mature avec bourbon first fill de mémoire. Exactement. Fait que, mais tu sais, comme je regarde ma liste là, de toutes mes Glenmorangie ici, là, c'est à peu près les seuls exemples que j'ai à part Astor, puis le Alta. That's it. À part ça, dans des embouteilleurs indépendants, j'en ai vu quelques-uns. Là. C'est comme le Blackadder que j'ai ici, je pense. Puis, il n'y en a pas beaucoup, hein? C'est une distillerie qui fait très, très, très peu d'embouteilleurs indépendants. Ouais, puis tu sais, je me dis, ils font pas de cask strength parce que c'est le En produit eBay, est trop j'ai jamais vu soft. ça. Du Glenmo en eBay, là. Y en a-tu? Oui, j'en ai aussi. Vrai, ça? Mais c'est quasiment jamais écrit Glenmorangie dessus. Non, c'est Dis d'autres choses, hein? Westport. Westport, c'est ça. C'est ça. Blackadder. Ça, j'ai déjà. Ouais. Ça, j'ai déjà ça. Comme ça me naît un, là. Blackadder en plus. Ça, avec les sédiments dans le fond. Ouais, c'est tu veux boire un whisky qui te laisse une écharde à travers la gorge, c'est parfait. Yes. Non, c'est ça. Puis j'en ai vu un aussi. C'était quoi cette semaine? C'est un forum, quelque chose, une affaire avec Glenmorangie. C'était un 18 ans. Embouteilleur indépendant, mais à 50 quelque chose %. Fait que, tu sais, le Extremely Rare, là, c'est ça. C'est le Glenmo 18 ans cask strength. Ça, c'est Extremely Rare. Ça, c'est Extremely Rare. Ouais. Ils l'ont enlevé d'ailleurs, la mention Extremely Rare. J'ai pas rêvé. Hein. Infinita maintenant. Un rebranding, ouais. Il a changé de nom? C'est Infinita. Ouais. Ah, Infinita. Ouais, comme le nectar d'or, ben, ils l'ont appelé The Nectar. Ça fait penser à Pulp Fiction. Big Mac is a Big Mac, but they call it The Big Mac. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez du 18, mais moi, c'est un gros no-go pour moi, le 18, non? Ah, j'ai pas goûté, moi, 18 encore. 18, de mon souvenir, c'était très ordinaire, là, mais... C'est quoi, c'est le 18 le signet qui est avec les fûts de... Le signet, c'est torréfié. Ouais. Le 18, c'est différent. Okay. Moi, le Signet puis le 18, là, c'est des go dans le prix d'il y a 3 ans. Non, mais. Avec. Tu sais, le 18 était. Dans le temps, ouais, mais tu sais, le 18 était 155 $. Pour 155 $. Oui, mais ça, dans le temps, je me souviens avoir payé ça peut-être 115, 120, n'en pas de même. Ça se peut-tu? Ouais, il y a 5-6 ans. Là, il a monté à 150, 187. Puis là, il est rendu 274. Le Signet, même chose. Là, il était 190. Il est rendu à il n'y a pas si longtemps. Puis, ouais, il est rendu 100 $, pour un signet, là. Tu sais, tu m'aurais dit ça il y a une couple d'années. Je n'aurais pas cru là, que. Jamais. Ben, t'aurais-tu cru le Highland Park 18 ans à 400 $ aussi? Non, c'est ça. Fait que ça, c'est tous des produits go, puis maintenant.
T'as manqué ta shot. C'est un peu ça, parce que Glenmorangie 18, là, moi, j'ai eu des soirées avec ça. J'ai un chum en Abitibi, il capote là-dessus, puis l'autre jour, il me dit « Ah, tu voudrais-tu? » Je dis « Non, non, 275$. Ben, laisse faire. » C'est ça. Non, moi, j'ai bien plus de fun avec les finishes qu'on a là, puis Ah ouais. un 18, 43%, qui goûte pas grand-chose. Les bons 18 dessins qu'on a, il reste pas trop cher, c'est le Beaumont 18 qui est encore pas pire, me semble. Non. Les récents que j'ai goûtés, c'est vraiment pas des bonnes bâches, les récentes. Là. Ils sont devenus cartonneuses. Dans les 18 ans, moi, je te dirais Aaron, clairement. Anknock, ouais. Le Czech, tu peux le trouver. Le Deanston. Le Bouna Rabain, il est supposé faire son apparition. Il va être cher, lui, par exemple. Il va monter. J'ai vu qu'elle allait monter. Il va monter pas mal. Sinon, bon, évidemment, les Kirkland, les Costco, si vous ramassez en Alberta. Aaron, ça, c'est sûr. Pour moi, le Glenmorangie 18, là, en termes de mauvais rapport qualité-prix ou qui manque de oomph, là, le fameux oomph, le wow, c'était le Glengrand 18 aussi, là, qui avait supposément gagné Whisky of the Year il y a quelques années, en 2015-16. Tu goûtes à ça, tu es comme, il manque quelque chose. Il est où le oh shit? Comme, tu prends un 12, tu l'ouvres, tu es comme, OK, wow, OK. Tu prends le 18, c'est un shit different pile, là, mais tu sais, c'était comme, voyons donc. Pour vrai, là? Ben, complètement. Ouais. Parce que Glenmo, là, c'est subtil à la base, sa base ex-bourbon, parce qu'ils veulent laisser la place justement au finish. Mais là, tu me donnes un 18 ans de cette subtilité-là, finalement, ben là, tu me donnes plus grand-chose. C'est un peu ça. C'est un jus transparent, puis c'est correct. C'est pas nécessairement un défaut, dépendamment de comment tu fais ton produit. Mais là, tu arrives avec une belle mention d'âge, mais finalement, c'est un produit qui transparaît vers rien, finalement. Là, en tout cas, moi, c'est de même que je le perçois. Mais ça va peut-être plaire quand même à des débutants qui ne veulent pas quelque chose de trop punché, trop savoureux, trop. Il y a des gens pour qui ça prend pas beaucoup d'épices nécessairement pour être intimidé par la chaleur. Fait que là, quelque chose qui se voit un petit peu plus de façon facile, là, à 43%, floral, léger, des trucs comme ça. Des fois, les gens débutants vont préférer des trucs plus légers. OK, peut-être, mais encore là, il y a une barrière de prix que je ne suis pas capable de justifier. Là, rendu là, sur du floral, on va chercher un 9,18. Un super d'homme d'affaires, comme l'argent, money is not an issue, là, ça se place bien. Tu as un Glenmo 18, les gars sont pas là pour déguster, ils sont là pour siper un petit quelque chose tranquille, qui a 18 ans d'âge, ça c'est quand même correct. C'est sûr que t'es pas méchant, là. Ouais, mais si vous voulez de quoi de meilleur, c'est d'acheter ça. Le Game 18, j'ai goûté il n'y a pas si longtemps. C'est pas méchant. C'était comme agrumes, pas si mal. C'est comme quelque chose de simple, de fin. Quand même, quand tu t'y attardes, il y a une complexité, mais il faut que tu t'y attardes. C'est pas quelque chose qui va être punch in the face. C'est quelque chose que. Pour ceux qui veulent vraiment goûter vraiment la meilleure version du Glenmo 18, celui avec les fleurs. La boîte avec les fleurs, là, c'est vraiment. Mais lui, s'il n'y a pas de spécial, c'était un Mizunara, lui. C'était la. Ou tu parles d'un autre qui était juste. Ouais, le Glenmo, écoute, j'ai pas le nom par cœur, là. C'est un nom asiatique, là. C'est juste Glenmorangie 18. C'est quoi son nom? Azuma Makoto. Dans le fond, c'était un gros 18 ans avec une belle boîte avec des belles fleurs dessinées dessus, mais je pense que c'était le même jus. C'est la même affaire. Ouais. C'est la même chose, mais le monde s'énervait parce que, justement, hey, wow, il y a une belle boîte. C'est le Tale of Tokyo qui a du Mizunara dedans. Exact. Fait que, Glenmorangie sont bons pour faire des éditions un peu plus. Ils ont revampé leur 18 ans avec une belle boîte dessinée par un artiste japonais super connu, mais le monde est comme, hey, c'est quoi qu'il y a de différent?
la boîte et les dessins. C'est Ok. tout. Là, fait que... Ouais. Mais c'est vendeur. Ah, je vais avoir l'air d'un noob complet, mais ma batterie de téléphone va mourir. Puis sérieux, j'ai même pas de plug. J'ai pas de plug à côté de nulle part. Mais Va JP, chercher je vais ta te plug, laisser. là. Malheureusement, elle est comme coincée dans la chambre de ma fille. Puis je la réveillerai pas. Je vais vous laisser avec ma note Mhm. parce que on fait des notes ici. Moi, je vais donner 86. C'est beau, ça. 86%. Ok. Puis je donne des points d'extra pour juste le plaisir de le boire. Si je parlais juste en complexité, rien, peut-être j'irais plus vers du 83, 82. Tu sais, ça me semblerait plus fair, mais je rajoute des points parce que c'est juste le fun à boire. Tu sais, tu peux passer la bouteille avec des chums. Je pense que all around, il n'y a personne qui va boire ça et dire ah, ouais, non, j'aime pas ça. Ou bah, c'est pas bon, c'est pas ma palette. Tu sais, Oh, on l'a perdu. Ah non. Gone! Coupé au montage. Le dieu Glenn Farclas l'a coupé. Karma, c'est ça. Yes. Ouais, moi tout, Karma j'ai is pas de batterie, happening. là. J'étais à moitié, fait que. C'est ça. C'est quand t'es sur ton sel, là. Yep. Mais là, justement, j'avais commencé à aborder le Tale of Tokyo qui s'en vient à la SAC. Là. Fait que là, ça m'ouvre la porte sur les releases qui s'en viennent à la SAC là, prochainement, probablement jeudi prochain, en fait. Là. Oui. On avait le Tale of Tokyo, on avait un Ardbeg Anamorphic, un Anthology, puis un Canadian Club Sherry, puis une autre affaire. Ah, c'est intéressant, ça. Fait que quand même intéressant là, pour ceux qui aiment Ardbeg de façon inconditionnelle, vont probablement gonner tout ce qui sort, peu importe si c'est bon ou c'est pas bon. Mais moi, personnellement, ces deux-là, c'est relativement des misses, là, mais pour deux raisons carrément distinctes. Là. Anamorphique, juste parce que je trouve que c'est n'importe quoi, là, ça se tient pas, mais on en discutera peut-être plus dans une vidéo dédiée à Ardbeg. Là. Yes. Anthologie, c'est plus le price point que je me dis, c'est un 13 ans Saturn, puis je suis capable de le comparer du Kiko Saturn, qui Yes. est une fraction du prix. À un moment donné, pouce mais pouce égal sur le prix. Je comprends que c'est un 13 ans, mais écoute, tu me vends une mention d'âge, tu ne me vends pas un produit nécessairement. Souvent ça revient souvent. Là. Mais c'est-tu un mature de 13 ans ou dans celui-là ou c'est vraiment un finish? Tu sais, comme. Je me souviens Bonne plus. question, on va aller voir. Parce que le Aran, mettons, Aran Saturn Finish qui est 50%, il prend moins cher que l'anthologie. Tu sais, si l'anthologie est juste finish, tu me vends un finish à gros prix, parce que c'est Ardbeg, tu sais, je comprends s'il est maturé longtemps dans un fût Saturn, mais C'est sûr que c'est pas un full mature, ça, en partant. Là. Ex-Bourbon and Saturn, c'est ça qu'il dit. Là. Tu sais, parce que Ardbeg, c'est un peu la même philosophie qu'Elmeranger à la base. Là. Ça m'aurait surpris énormément que ça soit un full mature Saturn. Là. C'est toujours la même base de 8-10 ans, peu importe. Là, une base d'Ex-Bourbon, peut-être moins que ça encore. Puis après ça, sur leur base d'Ex-Bourbon, on va rajouter un petit finish par-dessus. Fait que finalement, c'est un hectare d'or tourbé là, qu'on a là. C'est pas. Ouais. C'est pas super extraordinaire, tu sais, en tout cas, sur papier. Là. Oui, ça a l'air. Moi, je trouvais que ça avait l'air le fun sur papier, mais après ça, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ils sont complètement tombés sur la tête. Je pense que c'est un produit. Moi, je n'ai pas goûté encore. Puis, je veux y goûter parce que nécessairement, à date, tout ce qui était en fini de chaud terme, j'ai adoré. Ouais. C'est sûr que c'est ça. C'est par contre, on va peut-être regarder pour un split bottle avec quelqu'un. Parce qu'à 200-ish dollars, aïe, C'est ça le budget. Je suis pas fan fini d'Ardbeg. J'adore, j'ai bien aimé. Là. Il y a des bonnes expressions d'Ardbeg, mais c'est juste que, ouch. Je serais prêt à faire une garde partagée. On peut faire une 150. garde partagée, Jonathan, une semaine chez vous, une semaine chez nous, comme un enfant. Oui, c'est ça. Je pense que Nick avait adoré la sienne. Oui, le prix est cher, mais du côté le produit comme tel, il l'avait bien aimé puis il l'avait passé rapidement.
C'est ce qui m'encourage moi-même à y goûter, là, mais c'est ça. Honnêtement, j'encourage tout le monde au moins à y goûter parce que c'est pas un mauvais produit. C'est bon, ça se boit bien. Mais tu sais, imagine-toi un nectar d'or avec une tourbe Ardbeg par-dessus, puis t'as le topo, là. Tu ne tomberas pas en bas de ta chaise de façon. Tu n'auras pas de grosse, énorme surprise. Tu vas avoir grosso modo le big picture. Puis tu vas aimer, tu vas pas aimer. C'est des saveurs qui sont gagnantes. Là. Moi, le nectar d'or, ça a été pendant un petit bout de temps mon whisky préféré là, de chez Glenmorangie. Puis ça a été comme moi, quand j'ai goûté à ça dans un line-up. Moi, je suis un bébé à sucre. J'aime j'aime la tourbe sucrée, j'aime tous les whiskies. Dans le bourbon aussi, là, quand il y a un bon caramel, puis quand c'est bien sucré, puis j'aime ça. Fait que, quand j'ai pogné dans le nectar d'or, ça a été une révélation pour moi. Là, chez Glenmorangie, j'ai adoré. Fait que, quand je suis jugé dans les autres bons whisky tourbés, de même qu'une bonne sucre, le Douglas Sling, le Big Peak de Noël cette année, le Sherry, j'ai adoré. Oui. Il fit carrément dans ma tasse. C'est fruité, sucré, peaté. Allez, j'ai acheté 2 bouteilles, puis j'en ai une de spare encore. Je passe. Fait que, ça me rejoint. Fait que, probablement que c'est pour ça que je suis prêt à mettre de l'argent sur cet Ardbeg-là, à cause. Moi, ça va correspondre à mon type. Là. Je vais essayer de m'en prendre une s'il y en a. On ne connaît pas les quantités. Là. Une anthologie, pas une anamorphique. Anamorphique, c'est un gros skip pour moi, assez facile. Là. Ne perdez pas votre temps. Là, en tout cas, moi, je dirais concentrez votre budget sur l'anthologie. Là. Les Whisky Québec ont été assez, pas virulents, mais assez sévères sur ce produit-là. Là. C'est rare qu'on voit des notes très basses. Ça a confirmé ce qu'on se disait entre nous autres. Là. Ben, franchement, on se disait déjà. Puis là, la note a tombé, mais sur Internet, tu sais, tu te fouilles un peu, puis c'est pas grand monde qui ont apprécié ça. Là. Mais bref, je ne veux pas vider le sujet Ardbeg non plus parce que je pense qu'on va faire une vidéo sur l'anthologie une fois qu'on va l'avoir en main. Là. Yep. L'autre release intéressant, le Tale of Tokyo. Justement, on en a parlé un peu. Mizunara, c'est un bois japonais. C'est quand même assez mythique. Là. Des vieux bois ancestraux là, qui ont de la densité. Là, ça donne énormément de saveur. J'ai ça devant moi. Je ne sais pas pour vous autres si vous y avez goûté ou pas. Là. J'ai définitivement une bouteille en bas. Je l'ai-tu ouvert? Je ne m'en souviens plus. Mais je serais curieux d'aller voir. Là, mais non, je ne suis pas en train de me mélanger avec l'autre. Je pense que c'est le Tale of Cake là, qui est avec le. Mais c'est Tale of Cake. Qui est plus bonbon. Là. Tale of Cake, d'après moi, je l'aime parce que je ne suis pas capable de l'avoir. Parce que quand j'ai goûté Tale of Cake, là, c'était oh mon Dieu! Puis ils sont durs à trouver les bouteilles. Là. Il en reste encore quelques-unes. Il va falloir que j'aille voyager un peu loin pour les trouver. Puis il y avait quelqu'un à un moment donné qui était prêt à m'en léguer une parce qu'il y en avait 2. Puis là, à force de le gosser, mais finalement, ça n'a pas abouti. Tale of Cake qui était encore sucré, encore dans la vanille. C'est le Tokaji, c'est ça, hein, lui? C'est-tu lui? Tale of Cake? Tokaji. C'est ça, Tokaji Wine Desert, c'est ça. C'est lui qui, tu dis bébête à sucre, là, fait que... Ça, c'était très glaçage à gâteau. Il avait très bien ciblé l'image, là, c'était du marketing on point, ça fitait. Puis honnêtement, moi aussi, j'ai bien aimé, là, c'était un bon prix de mémoire, je me souviens pas c'était combien, mais il me semble que c'était un bon prix. Puis, c'est ça, j'ai descendu à la bouteille, puis j'ai gardé un bon souvenir, j'en ai plus, c'est tout bu. Si je ne me trompe pas, c'est... Il me semble Passion Whisky, ça, Passion Whisky avec Eric. Il me semble qu'il avait. C'était-tu lui qui l'avait amené en importation ou c'était un autre? Il avait amené le 15 ans, 4 bols à un moment donné, en même temps que. Je me demande si c'était pas le Tale of Cake. Là. Je suis pas sûr. Je voudrais que je regarde, là, mais il me semble que j'aurais peut-être ramassé 3 bouteilles de Joe. Fait que je dis ça, je dis rien, là, mais. Je t'ai chiffré goûter. J'ai encore quelqu'un que je connais qui ne baisse pas vite chez eux, fait qu'à chaque fois que j'y vais, je me pète un petit drame. Il l'économise, il attire le plaisir. Tale of Tokyo, l'arbre, ça, je pense que c'est tu parles du Mizunara Oak, là, je pense que ce n'est pas les arbres qui prennent 200 ans à pousser, donc
sont plutôt Très rares, noueux. les casques. Puis, Très noueux aussi parce que les planches ne sont pas toutes bonnes à utiliser par les casques. La façon que le grain se fait que c'est pour ça que c'est pas un arbre qui pousse lentement, puis en plus, il ne coupe pas beaucoup. Puis c'est pas toutes les planches, pas toutes les staves, les duels qui sont bonnes à faire un casque avec. Là. Côte des Saints en ont acheté plusieurs. Puis c'est des casques qui ont payé genre 10-12 000 là, le casque. Fait que, ils sont plus gros, par exemple. Ouais. C'est plus proche d'un Cherry Bot que d'un casque normal. C'est une affaire qu'on voit de plus en plus. Hein. Avant, OK, American Oak, European Oak. Ça s'arrêtait là, mais ça, tu as Hungarian Oak, Colombian Oak, Russian Oak, Mizunara Oak. Il y a toutes sortes de Oak inimaginables. C'est la tendance qui a été startée par les Virgin Oak à la base, là, quand ils ont commencé ça. Moi, je me souviens qu'on commençait à voir ça avec des Benrillac Virgin Oak, des Glendronach Virgin Oak. On dit, what the fuck? Ça a commencé comme ça, puis les gens après ça ont comme fait on dirait un scotch à mi-chemin entre le bourbon et le whisky, puis ça a donné. Puis il y a aussi le fait que c'est plus rapide dans la maturation. C'est beaucoup plus. Glenallachie, c'est un peu leur signature. Il y a toujours un peu de Virgin Oak dans le blend pour aller chercher une espèce d'intensité. C'est vraiment différent, un Virgin Oak avec un single malt, vraiment juste de l'orge maltée, un distillat d'orge maltée. Versus quand il y a d'autres grains dedans, je dirais que le Virgin Oak puis Distillat avec du maïs va vraiment chercher des arômes typiques qu'on est habitué de voir dans le bourbon. Ça fit très bien. Dans les single malt, il faut y aller avec parcimonie un peu. Il ne faut pas trop exagérer parce que c'est funky. Là. Ça donne beaucoup de saveur rapidement. Oui. Mais tout ça pour dire, bon, le Tale of Tokyo, c'est un Medunara Bourbon et Sherry, là, 46%, un Limited cette fois, ça fait partie de la série Tell, le 4e, je pense. C'était quoi les autres? Là? Le premier, c'est Tale of Cake, Tale of Winter, Tale of Forest, puis Tokyo. Le prochain aussi, il faudrait en rire un peu. C'est quoi déjà? Le Tale of Ice Cream? C'était, je sais pas si c'est un joke. Oui, c'est vrai. Oui, ça, Tale of Ice Cream. Si c'est vraiment ça, écoute, j'ai quasiment honte de l'acheter. Ben non, moi, si Guillaume Tale of Cake, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le Tale of Poutine, sauce blanche bientôt. Là, Mais le pire, c'est que je trouve que le problème, c'est surtout que ça devient redondant. Là, ça va être quoi? Ça va être un Tale of Cake 2.0 finalement, parce qu'on va célébrer la vanille, là, finalement, probablement. Là. J'ai compris là, que oui, c'est bon, mais c'est censé être une série d'exploration. Mais bref, on va laisser la chance au coureur, puis on va le juger quand on va l'avoir dans notre verre. Mais sur papier, j'ai l'impression qu'on fait du copier-coller un petit peu. Là. Martin, tu as raison. Qu'est-ce que ça dit ton tu nous as ouvert une bonne vidéo, puis tu es en train de sniffer. C'est intéressant. Écoute, c'est bon. J'ai en train de me faire une tête. Il va falloir que j'y regoute. Là, c'est assez raw parce que même si c'est une bouteille qui a de l'âge, mais ça n'a pas respiré tant que ça. Là, mais, ton vieux Glenmo, il... Oui, écoute, je te dirais que ça pourrait faire penser, parce que c'est un Madeira casque. Hein? Madeira Wood Finish. Fait que, je trouve que c'est pas mal dans la lignée. C'est Bacalta, je pense, qui était Madeira aussi. T'as pas, je les cite là. Je pense que c'est Bacalta qui était Extra Mature Informer Malmsey Madeira Oxhead. Fait que c'est un côté vineux un peu. Là. Fait que Madeira Wine. Fait que c'est léger quand même. On goûte le côté, mais c'est 43%. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Écoute, je pense pas que je vais avoir une bouteille à 15 000, là, mais je me souviens pas d'avoir payé ce prix-là. Là. Écoute, en bas de 150$, me semble. Tu as trouvé ça quelque part en voyage? Quelque part en voyage, oui, effectivement. Dans les voûtes... dans les voûtes de Magog. Dans les voûtes d'outre-mer. Oui, non, il y a 2 étés passés, j'ai fait un trip. Là. Je me suis loué un Bixi, puis je suis descendu des petits villages un peu partout au Québec. Là, puis je suis tombé dans une SAQ
C'était un vieux descendu Duster en qui bicycle à traînait. Magog, c'est ça? Ah, mais- C'est ça une méchante ride, ça? Ouais, non, écoute, c'est... Ouais, non, écoute, c'est pas méchant, mais tu sais, écoute, c'est rien pour me garocher à terre, là, puis de me rouler, puis de dire, oh là là, c'est le Saint Graal, là, mais je suis content, écoute, on va voir, là, bientôt, je vous emmènerai chacun faire une petite tête là-dessus, là. Fait que, yep. Fait que non, c'est, ouais, puis également, vous allez goûter, c'est sûr, c'est fait pour être partagé, là, comme ils disent, hein, sharing is caring, c'est sûr que je vais apprécier ça. C'est sûr que. Yes. Notre Ouais. dernier point, là, finalement, là, de Bill, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? On en a parlé un peu, là. Moi, c'est pas ma distillerie fétiche, mais je connais le personnage un peu overall à cause de ce qu'il a fait dans les finishes, puis ce qu'il a apporté à l'industrie en général. Ouais, je pense que c'est un innovateur. Hein, il y a eu des très grands master blender, distillers, whatever, comment on les appelle aujourd'hui. Billy Walker, Jim McEwen, il y en a Bill Lumsden qui en est un autre. Je pense que lui, était un petit peu plus exploratoire, là, un peu plus, pas champ gauche, là, mais genre de mad scientist un peu. Là. Ouais. Puis je pense qu'il est encore là. Il est encore dans ses histoires de levure, des histoires de casques bizarres. Mais je pense que tranquillement, il commence à céder sa place, hein, parce qu'il est comme rendu un peu le master, non, il est rendu le director of Whiskey Creation and Stock Inventory. Fait que, je pense qu'il fait place plus à Gillian McDonald, qui est rendu la director of Whiskey Creation. Fait que je pense qu'aproi quasiment, lui aussi, ça fait quasiment 40 ans qu'il est dans le whisky. Fait que je pense qu'il pense tranquillement peut-être à céder sa place. J'étais un peu surpris parce qu'à l'époque, il y avait un jeune coq là, qui était son Brendan McCarron, qui travaillait, je pense, je me demande si c'est pas chez Ardbeg, qui avait aidé à créer le 19, je pense. C'est ça, le Ardbeg 19? Puis il avait reparti vers chez. Comment ça s'appelle? Boonhaven. Puis là, je pense qu'il est reparti de chez Boona. Puis là, il est à son compte. Fait que, je ne sais pas ce qui va arriver avec Glenn Morangy, là, mais que le vieux Mad Scientist part, ils vont peut-être aller dans des choses un peu plus classiques. Ouais. Ça c'est sûr que c'est un gros morceau. Je comprends qu'il y a une équipe toute derrière ça, mais quand même, des grosses chaussures à chausser. Là, Qu'est-ce que la distillerie va apporter? Est-ce qu'elle va continuer dans cette optique-là d'innovation et de finition un petit peu plus, pas spéculative, mais plus d'expérimentale? Une maudite bonne question. Là. Une fois que le flambeau va avoir été passé. C'est sûr qu'on se pose tant comme question. C'est-tu Glenn Morangy ou LMVH, là, LVMH qui dit à Bill, hey, nous autres, il faut qu'on ait l'air d'une série nouvelle, avant-gardiste, luxueuse. Fait que sors-nous des affaires un peu trendy, poshy, qui vont vendre à des gens riches qui voient du flafla avec des étiquettes de même. Ou c'est peut-être Bill qui dit, écoute, si vous ne me suivez pas dans mes explorations, je vais juste m'en aller. Fait que c'est où va aller, parce que là, c'est un peu le même truc avec Ardbeg. Ardbeg sort des affaires anamorphiques, comme après ça, Tale of Harpy, toutes sortes de noms et d'expériences un peu étranges. Fait que, tu dis, c'est soit un qui entraîne l'autre ou l'autre qui dit, si vous ne me permettez pas de faire ça, je m'en vais. Oui, mais Glenn Morangy a tout le temps exploré. Fait que, ça me surprendrait qu'à cause que le mec parte, il arrête d'explorer. Puis de toute façon, il est encore là, mais encore dans 10 ans, on va encore voir les relents de ce qu'il a fait comme exploration et ce qu'ils ont fait comme test. L'avenir nous dira après ça si ça se calme. Et c'est rendu la mode de faire ça. Je veux dire, ils ont mis le pas, il a rendu tout le monde fait ça. Fait que je pense ils vont trouver d'autres façons. Je sais pas. Tu vois, je pense que justement, ils ont créé, c'est-tu une couple d'années passées, là, ils ont ouvert une autre, je pense, je ne sais pas si on peut appeler ça la distillerie, appelle ça The Lighthouse. Puis c'est une autre place où je pense qu'ils vont se servir de cette distillerie-là pour être encore plus exploratoire, faire des nouveaux trucs, des affaires hors normes. Fait que je pense pas qu'on est à la veille de voir une Glenn Morangy devenir faire des drabes ou super classique. Puis faut que tu penses à ça longtemps en avance. A Tale of Ice Cream, là, à un moment donné. Ils l'ont cherché.
Il l'a cherché, mais il l'a peut-être cherché il y a 8-10 ans. Là, puis à un moment donné, il a dit écoute, on va mettre ce baril-là, on va faire prendre ces fûts-là, puis on va faire les 3-4 dernières années. Fait qu'il faut qu'il pense à ça un peu d'avance. Mais écoute, moi, je vais continuer d'acheter les produits. Je ne vais pas acheter tous les produits. Il y en a que je ne suis même pas capable de mettre la main dessus, surtout dans les Barrel Select. Je pense que le dernier, là, Amontillado, je pense qu'il était limité au marché australien, Nouvelle-Zélande, au travers d'une fondation XYZ. C'est sûr qu'en fouillant un peu, puis hey, j'ai un ami qui reste en Australie, hey, si jamais tu reviens au Canada, peux-tu m'amener une bouteille? Mais là, ça devient compliqué. Est-ce que je peux mettre la main dessus? Je vais mettre la main dessus. À prix décent aussi. Là. Mon signet, comme on parlait tantôt, là, à 400$, j'en ai une bouteille là, que je suis en train de finir. Je vais-tu la renouveler à 400$? Pas certain. Pas certain. Ouais. C'est que je vais être nostalgique du signet à 200$, mais à 400$, je pense pas. C'est un bon produit, le signet, mais rendu au prix qui est là, ça fait aucun sens. Ça. Je lis que le Tale of Ice Cream, là, c'est un High Vanillin and Bourbon Cask. Qu'est-ce qu'un High Vanillin? C'est apparemment un agent qui donne la saveur de la vanille. Ouais, c'est dans le bois, là. C'est la vanilline, mais c'est ça, c'est une façon de. De façon de faire, comment il appelle ça, maturer le bois dehors, là, season. Il y, a, il y a une façon de season le bois qui donne un peu plus de vanilline dedans, puis aussi à parce que tu peux faire le chard, mais le toast du bois aussi va chercher certaines vanillines dedans. OK. Mais hâte de voir leur théorie là-dessus. C'est pour ça qu'ils ont fait un peu avec l'anamorphique. Ils ont fait les heads des barils, ils ont fait super. Ils ont fait chauffer à des températures extrêmes, etc. Puis, c'est une grosse gimmick. Fait que là, je pense qu'il va explorer comment changer la saveur du whisky en jouant sur le bois, encore une fois. Ça a mené ça des steaks que j'ai fait cuire, chauffer longtemps. Fait que on est plus dans les 450 degrés pendant longtemps. Puis la maison sent bon quand je fais ça. Là. On va dans des belles arômes de chêne vanillé, un petit peu caramélisé. Moi, je serais toi, écoute, j'enverrais peut-être mon CV là, pour aller travailler chez Glenmo. C'est une tendance d'envoyer nos CV dans les distilleries. C'est un gars, moi, qui a essayé chez Kiloman puis ils ne l'ont pas pris. Fait que, écoute, ça doit être une belle expérience, on s'entend, là, mais Fait que non, à part ça, as-tu d'autres choses, JP? On veut-tu conclure? On veut-tu Je pense qu'on donner est rendu à la conclusion. C'est plus de dire, dans le fond, à qui vous recommanderiez le fameux Glenmo Palo Cortado. Si vous avez une note à donner, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Ouais. Écoute, je peux peut-être commencer dans le sens, j'avais parlé tantôt du comparatif avec le Dunville, comme Nick a fait un peu. Là. Je l'ai goûté récemment, j'avais dit que je donnerais une note un peu en bas. Je donnerais un 84-85. J'avais donné 86 au Dunville. Fait que, c'est pas extrêmement moins bon, mais c'est sûr que tu as le rapport qualité-prix. Puis à qui ça s'adresserait? Écoute, n'importe qui veut parfaire son palais dans différents finishes. Là. Écoute, n'importe quel amateur, c'est sûr que quelqu'un qui c'est un gros tripeux de single cask, de cask strength, puis tout ça, pourrait trouver son plaisir aussi. C'est quand même exploratoire. Moi, j'aimerais bien ça, en camping, amener ça, là, mettons, chez ma soeur. On n'est pas un chum là, qui a une roulotte, là, un petit feu de camp avec de la bûche, là, puis là, on se strike ça un soir, là, puis on n'est pas gêné. C'est 140$ qu'on a bu de soirée, mais 3-4 bouteilles de vin aussi, ça fait pas loin de 140$. C'est un souper. Là. Fait que, non, c'est un bon petit produit. C'est pas, écoute, c'est pas à se garocher à terre, mais c'est pas gênant non plus pour la distillerie d'avoir sorti ça, là, sérieusement. Là. Les Palo Cortado, ça court pas les rues non plus parce que c'est un peu une erreur de la nature, là, si on veut. Là. Yes. Puis toi, Joe? Moi, j'ai hésité à 81-82. Je vais donner 82 parce que c'est du comfort food. C'est du bon whisky réconfortant. Mm-hmm. J'étais content, comme je mettais dans la même gamme que le Nectar d'Or, puis le Nectar d'Or, j'avais adoré.
Même un petit peu mieux que le nectar d'or, parce qu'à cette heure, j'aime plus au niveau des sherry, au niveau de tous les aspects différents des vins fortifiés. Mais l'affaire, c'est qu'il est un peu trop cher. C'est pour ça que ma note est plombée un petit peu. Il est quand même un peu simple, mais c'est du bon whisky réconfortant. Moi, 82, s'il était 30-40 $ de moins, il serait plus dans 85-86. Mais c'est une valeur sûre. Si vous êtes prête à déplier un petit peu plus d'argent pour ce genre de whisky-là, vous ne serez pas déçu. C'est pour ça que c'est dommage de donner une note un petit peu moins bien à cause que l'édition est limitée et que c'était un peu cher, mais sinon, je suis certain que je sors ça n'importe quand dans une petite dégustation rendu à 4, 5, 6 whisky, puis le monde fait comme Ah, crème, c'est bon ça. Puis, dépendant s'il ne faut pas que j'aille mis de quoi de trop complexe avant. Mais c'est parce que d'après moi, c'est pour ça aussi que l'année passée, Martin, tu étais un peu flat, en fait, parce que tu as mis le Lazanta avant. Le Lazanta est un peu plus corsé, un peu plus intense au niveau du sherry. Fait que, d'après moi, il n'a pas brillé, le Palo Cortado, à cause de ça. Mais moi, j'adore. J'ai vraiment. Je vais me taper à la bouteille bien trop vite. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Là. Comme tu dis, au prix, il est cher. Mais tu sais, comme on parlait tantôt de quel prix qu'on pouvait le trouver, s'il le trouve à 80, mettons que tu as un ami qui s'en va dans l'Ouest pour un congrès de job, puis tu dis Hey, tu veux que je te ramène une bouteille, puis tu le vends à 80$. On s'entend que c'est quasiment à moitié prix. Là. Ton 82, il va tourner peut-être au. Il va aller chercher 80, un ou 2 points. C'est cher. 80$, je pense même pas. Amène-en une caisse de 6. Prenez ça. C'est sûr. Caisse de 6, mets ça dans le char, puis viens-en chez nous. C'est ça. Remplis la valise. Yep. Mettons, à 100$, ça serait très honnête. 95, 100, ça serait très honnête. Ouais. Mais un peu comme le nectar d'or l'année passée. Le nectar d'or l'année passée, c'était quoi, 110? Ouais. Correct. Ouais, quand j'ai commencé le nectar, il me semble, il était aux alentours de 110, 115. Là, il est rendu à quoi, 130 peut-être? Je ne sais plus. Le nectar de 9-16 ans, je pense, 14-16 ans. Ouais. Là, j'ai hâte de voir la nouvelle édition qui va être rendue à un 16 ans maintenant. Là. Fait que la nouvelle recette, puis tout. Fait que j'espère qu'ils vont nous le vendre encore à 130, puis ils ne montreront pas à 170. Là, mais, moi, je crois pas au Père Noël. J'ai rendu là, c'est sûr qu'il va être cher. Mais s'il est meilleur, j'aime l'analogie. Mon yogourt a monté, les jus Oasis sont montés, ont quasiment doublé. Tu veux faire quoi, là? Toi, JP? Moi, j'y allais un peu comme Nick. Fait que moi, j'y vais avec un 86. Mettons que je ne pénaliserais pas pour le prix, là, parce qu'effectivement, je pense qu'ailleurs, on est capable de l'avoir moins cher. Là. Je pense que c'est plus une problématique sac. Là. Je ne veux pas le pénaliser pour notre système à nous autres, le sac, le système dans l'ensemble. Je ne veux pas blaster la sac en tant que tel. Mais bref, ici à la SAC, la résultante est que le prix est trop cher pour la bouteille. Mais que si je regarde ailleurs, le prix fait du sens. Fait que moi, je vais y aller avec le prix overall qui est supposé être. Et je trouve que c'est le genre de whisky, effectivement, qui va plaire probablement à beaucoup de néophytes, là, ou du moins, ça va vous donner une bonne idée déjà en partant là, de qu'est-ce que c'est un Palo Cortado. Puis bon, après ça, vous allez pouvoir décider si vous aimez ou pas le type de finish, parce que c'est quand même assez particulier, hein, l'espèce de côté pamplemousse thé vert, là, c'est rare qu'on voit ça, c'est quand même assez particulier, là, qu'est-ce qu'on a sorti comme note. Fait que, à moins que ça soit juste pas dans vos goûts. Moi, c'est dans mes goûts. En tout cas, moi, c'est un finish que j'aime beaucoup. Je l'insérais probablement dans les débuts de dégustation, moi, personnellement. Là, c'est quelque chose que je trouve comme utilité là, de starter, là, finalement, là, dans l'offre. Si je m'en vais après ça dans quelque chose d'un petit peu plus corsé, je peux aller dans le sherry ou je peux aller dans le vin blanc, dans le sauterne, des moscatelles même. Là. Je pense que ça pourrait être dans la lignée moscatel d'Analaki. On pourrait s'en aller là. Fait que ça s'adresse pas mal à tout type nécessairement là, d'amateurs, débutants, avancés, mais avancés, il va le mettre plus en starter probablement.
Mais je pense qu'il y a un côté geek à aller chercher. Il y a assez de complexité pour plaire à un amateur intermédiaire. Je crois qu'il est assez bon en bouche pour plaire aussi à un amateur débutant qui commence à s'intéresser à cette complexité-là. Pour moi, je pense que 86, c'est bien mérité, mais c'est une question de goût rendu là aussi. Moi, T'as raison. j'ai Puis c'est beaucoup quelque aimé chose ça. que je vais peut-être essayer de faire parce que tu sais, on parle des fûts, Palo Cortado, puis tu sais, les fûts de Sherry, mais je regarde un SAQ, j'essaie de voir s'il n'y avait pas des Palo Cortado, quelque chose qui existait qu'on pouvait acheter, là, mais ça semble. C'est rare, des fûts de cordée. C'est une rareté, ce type de fût-là. C'est Ouais. comme Il n'y a rien à SAQ en ce moment, à part la plantation. Le film, il part. C'est microbiologique ce qui se passe. C'est comme 1 sur X. Le ratio de flux qui deviennent des Palo Cortado est rare. C'est pour ça que on paye probablement plus cher. Le 30 $ vient peut-être de là. Il n'y a pas grand-chose. Il y avait 2 bouteilles Palo Cortado à SAQ récemment, puis les deux sont sold out. Un à 49 $, un Lusto, blablabla, Palo Cortado de Jarres. Puis l'autre, c'est le Valdespino Palo Cortado VORS, 375 ml à 222 $. On s'entend que soit que c'est bon dans la bouche, ou soit que c'est très rare. La SAC a décidé que le Québec ne buvait pas de Palo Cortado. C'est fini. C'est ça. Yes. Fait que, c'est tout le temps le fun de faire une petite comparaison, là, side by side, ou avoir juste un sherry on the side, puis bon, t'aimes tout ça. Fait que non, c'est, écoute, ça fait une belle expérience. La semaine prochaine, on a quoi? Si je ne m'en souviens plus, c'est... Baril caché, je crois. Le baril caché, on tombe sur la terre assez vite, hein, bang! On retombe dans un budget assez accessible, mettons. Oui, ben c'est correct. Écoute, moi, c'est intéressant parce que ça fait partie de notre qu'est-ce qu'on a disponible. Et je pense que ça va être intéressant de parler de ça, puis mettre des choses en perspective un peu avec ce qu'on commence à faire, ce qu'il y a comme assemblage ici. Ouais. J'ai pas de préjugés, j'ai pas d'idées préconçues, me le mettre dans la bouche, puis oups, ça sonne pas bien. Anyway, on va y goûter, puis on verra ce que ça goûte, hein, dire, à un moment donné. C'est le problème, c'est souvent ça, c'est quand on a des produits ici, on a tendance à overhype un peu. Là. Il y a des gens qui vont le pousser fort. C'est pas un mauvais produit pour autant, c'est juste que pour modérer ses attentes un peu, puis appeler un chat, là, c'est ça. Là. Mais bref, on va essayer de rester neutre par rapport à tout ce qui s'est passé autour. Là. Le baril caché, c'est lui, hein, je pense que c'est ça qui est embouteillé. C'est lui qui est embouteillé au Québec. La polémique un peu autour de ça. Les sourcils, on ne sait pas où. C'est un whisky canadien, mais avec des signes québécois dessus. Là, mais il est embouteillé au Québec. C'est ça. Là. On savait-tu d'où il venait? C'est peut-être l'information que moi, je n'ai pas parce que j'ai peut-être moi, pas lu. Il y a ma petite idée, là, mais sinon, il n'est pas officiellement marqué. OK. Good, on en parlera la semaine prochaine. Si officiellement, à SAC, ils le mettent, là, embouteillé au Québec, là, mais ils mettent la peur de liste. Là. Oui, non, mais c'est juste que les fûts. D'où vient le whisky, mettons, là, à la base? Non, il n'y a à peu près pas d'informations, mais effectivement, on va élaborer ça. C'est peut-être du Shelter Point ou du True Bruce, mais c'est juste. Non, ça va être plus. Ils ramènent ça en quand même. C'est pas. Non, je pense pas que Shelter Point serait. Non, ça m'étonnerait Shelter Point. Good. On se voit la semaine prochaine, fort possiblement. Là. Ben oui. On est rendu comme ça. On fait ça toutes les semaines. On est rendu assidu comme ça. Good. Excellent. Fait que je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner. Puis, si ça vous tente de jaser whisky, n'hésitez pas à venir me jaser whisky. Je trouve ça toujours agréable d'avoir votre feedback. Alors, sur ça, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bonne semaine. Yes, sir.